France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous rejoindre à Bruxelles au Parlement européen pour notre débat de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de la guerre en Ukraine qui dure malheureusement depuis plus de 2 ans et demi et on va se demander si ce conflit n'est pas en train de connaître un basculement et dans quel sens. Dans le sens d'une guerre plus intense alors que l'armée ukrainienne a réalisé cet été une percée dans le territoire russe, dans la région de Koursk et alors que les États-Unis réfléchissent à autoriser Kiev à utiliser leurs missiles longue portée pour bombarder le territoire russe. La Russie qui, elle, s'équipe de missiles iraniens balistiques. Alors, est-ce que le conflit pourrait au contraire basculer plus vite que prévu vers la paix ? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaite que la Russie participe au prochain sommet de la paix cet automne. Et au sein de l'Union européenne, le chancelier allemand Olaf Scholz a demandé une accélération des pourparlers. On l'écoute. Je pense qu'il est temps maintenant de discuter de la manière dont nous pouvons sortir de cette situation de guerre et parvenir plus rapidement à la paix que ne laissent penser les circonstances actuelles. Et c'est vrai, il est important que nous progressions. Il y aura sans doute une autre conférence de paix et le président ukrainien et moi-même sommes d'accord pour dire qu'elle doit se faire avec la Russie. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, Tobias Kremer, bonjour. Vous êtes eurodéputé allemand, membre du groupe des sociodémocrates au Parlement européen, donc SPD en Allemagne, c'est le parti d'Olaf Scholz, soyons clairs. Et puis on accueille également Christophe Gomard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français, membre du groupe du Parti populaire européen à la droite de l'hémicycle du Parlement européen, membre des Républicains en France. Et vous avez également été directeur du renseignement militaire français. Alors Tobias Kremer, on commence avec vous. On a entendu votre chancelier Olaf Scholz pour une accélération du dialogue vers la paix. Est-ce qu'on peut vraiment parler de paix avec Vladimir Poutine ? Finalement, moi je suis diplomate de profession, il faut toujours parler de la paix, mais on est très clair de quelle paix il s'agit. Nous voulons la paix, mais il est très très clair, et le chancelier a été très très clair là-dessus, avec Zelensky. Ce n'est pas une paix de soumission, ce n'est pas une paix de défaite. C'est très clair, la paix sans liberté, c'est la dictature. Donc ce que nous voulons, c'est une paix durable, c'est une paix c'est une paix avec liberté, c'est une paix juste finalement. Et on sait très très bien que l'Ukraine est très prête à parler de la paix et c'est la Russie qui refuse de parler de la paix. Et donc ce qui est nécessaire, c'est de créer un rapport de force où la Russie comprenne finalement qu'elle ne peut pas gagner cette guerre. Elle va perdre cette guerre, c'est clair. Et il faut faire en sorte que l'Ukraine puisse se défendre de cette manière pour faire clair à la Russie que c'est aussi dans l'intérêt russe de négocier avec l'Ukraine pour qu'il y ait une paix durable. Christophe Gomard, vous croyez à une fenêtre d'opportunité pour la paix ou une accélération même de ce dialogue en ce moment ? Alors, en tant qu'homme de guerre et ancien soldat, évidemment je suis pour la paix. Comme tout soldat d'ailleurs, que quand on voit les conséquences de la guerre, on n'est jamais pour la guerre. Et cette paix, évidemment qu'il faut la souhaiter. Maintenant, la paix, pas dans n'importe quelle condition non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, la paix doit être juste et équitable, juste et durable. C'est-à-dire, et de fait, comment est-ce qu'on arrive à cette paix ? C'est-à-dire qu'effectivement, il faut aider les Ukrainiens à arriver dans une position qui puisse leur donner la capacité d'avoir une paix juste et durable vis-à-vis des Russes qui, eux, pour l'instant, n'entendent pas cette paix. Donc l'idée derrière, c'est bien d'appuyer l'Ukraine pour arriver justement à cette notion de paix possible. Ce qui est intéressant, c'est que le président Volodymyr Zelensky appelle à la présence de la Russie lors d'une prochaine conférence de paix. C'est bien la preuve qu'il y a sans doute les prémices d'un possible dialogue, je dis bien dialogue, pas au-delà, ou en tout cas discussion, mais qui doit exister par en dessous. Évidemment, il faut souhaiter cette paix. C'est intéressant, vous parlez tous les deux finalement de positionner l'Ukraine favorablement dans le rapport de force militaire pour pouvoir parler de paix. Mais Tobias Kremer, du côté allemand, le gouvernement allemand a annoncé une division par 2 dans son budget de l'aide militaire à l'Ukraine. Est-ce qu'on a l'impression que l'Allemagne est en train de lâcher l'Ukraine ?
Non, pas du tout. Et c'est vraiment, il faut regarder dans les questions techniques et modalités. C'est vrai que dans le budget, on a changé l'aide à l'Ukraine, mais c'est plutôt qu'on a changé des sources. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que l'Ukraine soit supportée et soutenue aussi longtemps que nécessaire. Mais pour ça, ce n'est pas seulement une question que ça devienne des budgets nationaux. On a déjà une solution, on a commencé avec une solution européenne et on a besoin de plus. Pour avoir un système pour aider aux Ukrainiens de manière à la fois de long terme, mais aussi solidaire. Parce que dans ce moment, il y a une solution où chaque pays fait un peu ce qu'il veut. Et on a des situations où, par exemple, les pays baltes payent beaucoup par rapport à PIB. Par contre, d'autres pays payent moins. Donc, d'un côté, il faut une solution européenne. Et de l'autre côté, ce que le chancelier a également dit, c'est qu'on utilise le frozen assets, les avoirs gelés russes, pour aider aux Ukrainiens. Et je crois vraiment accélérer ce processus-là est très important parce que ça a l'avantage que l'Ukraine sait que cet argent sera là pour le long terme. L'argent, c'est bien, mais les armes, on ne les a pas en attendant, on ne les fabrique pas en Europe. On parle aussi de possibles missiles iraniens que reçoit Moscou en ce moment. Donc finalement, on gagne une guerre avec des armes aussi. Et c'est ce qui fait défaut et peut-être là le maillon faible de l'Europe. Oui, alors c'est vrai que les gens l'ignorent peut-être, mais l'Europe donne plus d'argent que les États-Unis d'Amérique. C'est quelque chose comme 25% en plus. Alors c'est vrai que l'Europe donne plus d'argent sonnant et trébuchant alors que les Américains donnent plus d'armes. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait l'Europe n'est pas capable de produire suffisamment d'armes et de munitions à donner aux Ukrainiens. À tel point, c'est que je crois que l'Europe avait annoncé qu'on leur donnerait 1 million de munitions avant mars 2023, soit il y a plus d'un an, et on leur a donné que 300 000 obus. Parce qu'on est incapable d'en construire. Donc, de fait, il faut mettre l'industrie de défense européenne en marche, réindustrialiser, de façon à ce que l'Europe derrière, parce qu'il y a quelque chose qui joue, c'est la sécurité et la défense de l'Europe, en fait, qui est en cause derrière, puisqu'on n'est pas capable de fournir suffisamment d'armes à l'Ukraine pour les aider dans leur combat face à la Russie. Et d'ailleurs, vous parliez des États-Unis. Les États-Unis sont en train de réfléchir à autoriser Kiev d'utiliser leurs missiles longue portée pour bombarder le territoire russe. Tobias Kremer, est-ce que l'Union européenne doit aussi aller dans ce sens d'une stratégie de bombardement de la Russie ? En fait, on a passé le 18 juin déjà une déclaration au Parlement européen où on appelle, par exemple, à dire que ça doit tout à fait être possible pour l'Ukraine d'attaquer les bases sur le territoire russe qui attaquent l'Ukraine. Et ça, c'est de manière du côté loi internationale, droit international, c'est tout à fait possible. Mais je crois il faut toujours être pragmatique, il faut vraiment savoir comment aider les Ukrainiens. Et je suis, si les Américains le décident, je les supporte, je les soutiens. Mais finalement, c'est un peu ce qu'a dit M. Gomar. Finalement, ce n'est pas les Wunderwaffen, ce n'est pas les armes du miracle qui changeront la donne. C'est vraiment qu'on arrive en Europe à un état, à une situation où on peut produire surtout les munitions. Et ça, c'est l'Ukraine a besoin de cela. Mais ça a été quand même un tabou, reconnaissons-le, peut-être Christophe Gomar, que de dire on va produire et délivrer des armes aux Ukrainiens qui toucheront le territoire russe, c'est notre ligne rouge, etc. Ça a été longtemps le discours. Aujourd'hui, le ministre de la Défense néerlandais invite les autres alliés à dire non, on livre des armes pour qu'ils touchent le territoire russe quand c'est nécessaire. On est en train de changer sur cette question ? Oui, alors l'ancien chef militaire que je suis, évidemment, quand on se combat à la guerre, il faut effectivement taper le territoire adverse, c'est-à-dire en fait taper les bases logistiques de l'adversaire, parce que dans une guerre, on l'ignore peut-être, mais la logistique est cruciale pour nourrir, alimenter le soldat, le soigner en cas de besoin. Donc oui, il faut frapper le territoire adverse. Maintenant, il faut, raisonner calmement, parce que le territoire russe est tellement vaste qu'on peut taper à 800 km à l'intérieur de la Russie, soit de Lille à Marseille. Mais de Lille à Marseille en Russie, ça ne fait pas grand-chose. Alors, que vont faire les Russes ? Ils vont reculer leur propre base logistique. Alors après, ils mettront plus de temps, effectivement, à ravitailler leurs soldats qui sont sur le front. Mais donc, oui, il faut permettre aux Ukrainiens d'aller frapper le sol russe. C'est ce qu'ils, d'ailleurs, ils ont fait avec des drones. On l'a vu avec l'offensive vers Koursk. Ils l'ont fait à plusieurs reprises du côté de Belgorod. Donc, en fait, on voit bien derrière qu'il y a cette volonté, mais
est-ce qu'ils ont les munitions qui permettent de le faire ? La France et la Grande-Bretagne ont donné des missiles Scalp, ou les Américains ont donné également un certain nombre de missiles qui vont jusqu'à des 800 000 km. Donc en fait, 800 000 km, vous regardez sur une carte, vous n'allez pas jusqu'à Moscou. Or, les Russes, jusqu'à présent, ont toujours eu une espèce de déni de cette guerre. En tous les cas, la population russe, même s'il y a des soldats russes qui meurent sur le front, il y a toujours un espèce de déni de cette guerre. En tous les cas, et Poutine dit toujours que c'est une opération militaire spéciale, et dit toujours, en effet, qu'ils ne sont pas là, ce n'est pas une guerre, mais c'est une opération militaire spéciale. Vous voyez, donc je pense qu'il est nécessaire, en effet, pour que les Russes se réveillent et éventuellement prennent le contre-pied d'un Poutine, que les Russes se rendent compte qu'ils sont en guerre. Alors dans ce conflit, rappelons tout de même que les Ukrainiens veulent être rattachés, membres de l'Union européenne, comme l'a redit leur président Volodymyr Zelensky. C'était le 7 septembre en Italie. Il était aux côtés de la dirigeante italienne Giorgia Meloni. L'Ukraine doit être membre à part entière de l'Union européenne, de la famille européenne et de l'OTAN. Qu'est-ce que cela nous apporte ? Cela signifie que l'agression de la Russie ou de n'importe qui d'autre ne peut pas se reproduire en Ukraine. Tobias Kremer, l'adhésion pleine et entière de l'Ukraine, c'est un sujet qui fait vraiment l'unanimité entre les 27 et j'ai envie de dire avec leur peuple aussi parce qu'elle a été beaucoup débattue quand même lors des élections européennes. Elle a été beaucoup débattue, mais je crois que ce qui est sûr, c'est qu'il y a, au moins mon parti et mon groupe, il y a un support très clair pour l'adhésion de l'Ukraine. Et franchement, moi, je veux dire que pour moi, c'est aussi quelque chose d'inspirant. Pour moi, personnellement, j'ai décidé de me porter candidat. C'était une expérience. Avant, il y a quelques années, j'étais maître de conférence en Angleterre. Et c'était au moment de l'attaque russe. Et j'ai vu des étudiants dans l'université en Angleterre qui, 18 ans, 19 ans, normalement, on explore la vie, on explore l'Europe. Et eux, ils ont décidé de laisser leur bourse pour aller défendre leur pays et pour défendre leur idée de l'Europe. Et pour moi, c'était vraiment inspirant. Et moi, je me suis dit quand même, si les Ukrainiens ont telle confiance dans l'Europe, nous aussi, on peut avoir cette confiance. Et c'est pourquoi moi, je suis totalement pour l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est très clair, on a des règles très claires et les Ukrainiens sont tout à fait d'accord. Mais l'objectif, c'est très clair et le support pour cela est très clair. Moi, j'ai la confiance aussi dans l'idée européenne et dans l'Ukraine. Christophe Gomard, est-ce qu'il faut accélérer cette adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, justement pour reprendre les arguments de Volodymyr Zelensky, pour que cette invasion russe ne se reproduise plus sur le territoire de l'Europe ? Alors, moralement, je pense qu'évidemment, il faut soutenir l'Ukraine et continuer de la soutenir. Maintenant, moi, je ne suis pas pour une adhésion immédiate de l'Ukraine à l'Union européenne. Pour une raison, c'est que je pense que l'Ukraine n'est pas prête à ça. Il y a des tas de règles de l'Union européenne et j'allais dire que l'Ukraine ne remplit pas ces règles, en particulier en termes de corruption, en particulier en termes d'agriculture, et je pense en particulier aux agriculteurs français, en effet, parce qu'on ne se rend pas compte des conséquences d'une adhésion à l'Union européenne d'un pays. C'est long, et on voit bien qu'un certain nombre de pays candidats à rejoindre l'Union européenne qui n'ont toujours pas rejoint cette Union européenne parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Donc maintenant qu'on accélère le processus, pourquoi pas ? Mais dès lors que l'Ukraine remplit les conditions et devoirs d'un pays vis-à-vis de l'Union européenne. Et j'allais dire que faire des promesses à l'Ukraine en lui disant « vous allez rejoindre l'Union européenne », c'est très bien de faire des promesses. Mais les promesses n'engagent toujours que ceux qui les reçoivent. Donc ne faisons pas de fausses promesses d'adhésion à l'OTAN, d'adhésion à l'UE, si en fait ce pays n'est pas en capacité de le rejoindre immédiatement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas en capacité de rejoindre immédiatement l'Union européenne ou l'OTAN. Alors, l'Union européenne, l'OTAN, peut-être ce sont deux sujets séparés. Effectivement, l'Union européenne, ça met en jeu aussi les questions de bon fonctionnement de l'État de droit. Et on a vu que Volodymyr Zelensky, ces dernières semaines, a dû se débarrasser d'un certain nombre de membres de son administration qui véritablement étaient soupçonnés de corruption active. Alors ça pose un problème. Comment mettre à niveau, concernant l'État de droit, un pays qui est en guerre. Oui. Non, tout à fait. Et je crois que ce qui est sûr, c'est qu'il y a une conditionnalité très claire. L'Ukraine va devenir membre de l'Union européenne dès qu'elle accomplit toutes les conditions. Mais ce qui me rend aussi optimiste, c'est le fait qu'il y a la démission, par exemple, des ministres corrupts. Dans d'autres pays, il n'y aurait pas cette démission des ministres corrupts. Et si on regarde le chemin, je suis tout à fait d'accord que l'Ukraine n'est pas encore là
pour devenir membre complet. Mais le chemin qu'on a fait dans ces dernières 2 années, c'est quand même très impressionnant et cela me rend assez optimiste. Dernière question sur un pays qui, par le passé, a été souvent assez hostile à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est la Hongrie qui est dirigée par le pro-russe Viktor Orban. La Hongrie qui d'ailleurs occupe en ce moment la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Alors, on précise, ces derniers temps, les relations Hongrie-Ukraine se réchauffent. La Hongrie a d'ailleurs remercié l'Ukraine de laisser passer par le territoire ukrainien ses importations de pétrole russe. Christophe Gomard, est-ce que Viktor Orban est un allié ou un obstacle sur ce dossier ukrainien ? Je pense que c'est un membre de l'Union européenne, donc à ce titre-là, il faut écouter ce qu'il a à dire. Et on va l'écouter, je crois, mercredi prochain. Donc ça va être intéressant de le laisser parler et de voir ce qu'il a à nous dire. Parce qu'aujourd'hui, on parle à partir de ses anciennes déclarations. Mais est-ce qu'il va utiliser les anciennes déclarations ou est-ce qu'il va faire de nouvelles déclarations ? Je pense que ça va être intéressant d'écouter un Orban qui met peut-être le doigt là où ça fait mal vis-à-vis de l'Union européenne. C'est un membre de l'Union européenne, donc en tant que tel, c'est vrai qu'on lui a forcé la main pour effectivement qu'il accepte qu'on donne de l'argent à l'Ukraine en soutien à l'Ukraine, mais il a fini par le faire. Donc preuve que ça reste des compromis. Et au Parlement européen, on est bien conscient ici que les compromis sont nécessaires dans toutes les coalitions gouvernementales. Donc il faut attendre ce qu'il a à nous dire. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourra effectivement plus se prononcer qu'aujourd'hui. Mot final, mot de la fin pour chacun. Est-ce que vous croyez une paix possible, proche, ou il faut considérer qu'on s'installe dans ce conflit une 3e année ? Je suis très confident qu'on ferait tous pour une paix durable sera feasible. Mais comme j'ai dit, c'est la question de mettre d'abord, de créer une situation de rapport de force où c'est très clair, on aide l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire et que la Russie comprenne qu'elle ne peut pas gagner cette guerre. C'est ça la question. Et après, je ne peux pas spéculer à combien de temps Poutine mettra à comprendre cela, mais nous, on est ferme. Pour nous, c'est très clair. Nous, on dit aussi longtemps que nécessaire et j'espère que le nécessaire n'est pas aussi long. Merci à vous d'avoir été nos invités aujourd'hui sur cette question de l'Ukraine qui évidemment reviendra sur le devant de la scène européenne. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.